Il a suffi d'un instant pour que la tendresse devienne une arme. Le café a jailli, brûlant, comme si la rage voulait s'imprimer sur ma peau. J'ai crié, sans un son. Le monde s'est rétréci à la douleur et à ce regard vide qu'il posait sur moi. Un regard sans remords. Quand sa mère est entrée, j'ai cru voir une alliée, une main qui me relèverait. Mais elle a juste dit « Tu l'as mérité ». 3 mots, 3 lames. Je crois que c'est là que mon cœur a cessé de battre normalement. Comment une mère peut-elle choisir la honte plutôt que la vérité? Comment pardonner à ceux qui te brûlent d'un feu qu'ils appellent amour? Et surtout, comment continuer à respirer quand ton reflet devient le souvenir de ta propre trahison? Sous la lumière glacée de la salle de bain, je tente d'effacer les traces du feu avec de l'eau. Mais rien ne part, ni la douleur, ni l'humiliation. L'eau coule sur ma peau comme sur une terre brûlée. J'entends encore sa voix derrière la porte douce, mensongère. Je ferme les yeux. J'aurais voulu qu'il me demande pardon, pas qu'il cherche à me convaincre que tout cela n'est rien. Dans le miroir, je ne vois plus mon visage. Seulement la honte d'avoir cru en un amour qui voulait ma soumission. Il frappe doucement, comme si la douceur pouvait réparer la violence. Il me dit qu'il a eu tort, que la fatigue, la pression, la peur l'ont poussé. Mais c'est facile de parler de peur quand on n'a jamais été du côté de celui qui tremble. Je reste muette. Ce silence, c'est mon premier bouclier. Et dans ce silence, je sens naître quelque chose de plus fort que la douleur. La volonté de ne plus jamais être son refuge. Sa mère entre comme si la maison lui appartenait. Elle me regarde sans voir. Elle parle d'ordre, de famille, de patience. Elle dit que les couples traversent des tempêtes, que les hommes ont leurs moments. Je comprends alors qu'elle n'excuse pas son fils, elle perpétue sa violence. Derrière ces mots polis, il y a cette tradition muette. Celle qui préfère cacher les cris plutôt que les affronter. Et moi, je deviens le secret à protéger, pas la femme à sauver. La nuit est tombée depuis longtemps. Mais le sommeil ne vient pas. Je reste assise, immobile, les yeux ouverts sur l'obscurité. Dans la pièce d'à côté, leur voix murmure, complice. Je ne pleure plus. J'ai compris que le vrai feu, ce n'est pas celui qui brûle la peau. C'est celui qui consume lentement la confiance. Le café a séché sur le carrelage, mais son odeur reste amère, comme le souvenir d'un amour qui m'a défiguré de l'intérieur. Le matin suivant, le silence pèse comme une condamnation. Il agit comme si rien ne s'était passé. Il prépare le café, le même geste, la même tasse, comme si le crime pouvait disparaître dans la routine. J'observe, immobile, chaque mouvement, chaque soupir. Je ne dis rien. À l'intérieur, je fais l'inventaire de tout ce qui me retient encore ici. La peur, la honte et ce fil invisible qu'on appelle dépendance. Pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est plus moi qui tremble, c'est lui qui évite mon regard. Je retourne au travail pour la première fois. Les gens me regardent sans poser de questions. Certains feignent de ne pas voir, d'autres échangent des regards rapides, curieux et gênés. Je souris mécaniquement. Derrière mon écharpe, la peau me tire. Je découvre que la société préfère les visages maquillés à ceux qui portent leur vérité. Dans l'ascenseur, je croise mon reflet et je me dis que le plus grand mensonge, ce n'est pas celui qui l'a dit, c'est celui que je raconte chaque matin quand je dis « ça va ». Je reçois un message de sa mère. Elle veut me voir, seule. Elle dit qu'elle s'inquiète pour moi. Je sais que ce n'est pas de compassion, mais de contrôle. Pourtant, j'y vais. Peut-être pour comprendre ce qu'on devient quand on protège un bourreau. Elle m'accueille avec un sourire poli, un regard d'acier. Ses mots sont miel, mais chaque phrase cache une menace douce. Elle me parle d'apparence, de pardon, d'avenir. Je réalise alors qu'elle ne veut pas la paix, elle veut mon silence. Elle me tend une enveloppe. Dedans, il y a de l'argent, des papiers, et une phrase murmurée. « Tu pars, tu détruis sa vie, je comprends. »
Ce n'est pas une offre, c'est un piège. Si je reste, je me perds. Si je pars, je suis coupable. Tout est déjà écrit, comme un scénario où je n'ai jamais eu de rôle à moi. Elle veut que je sois la femme qui s'excuse d'exister. Mais je sens, pour la première fois, que ma peur commence à changer de forme. Elle devient lucidité. Cette nuit-là, je fais ma valise. Chaque objet devient un souvenir à trier. Un parfum, un livre, un vêtement qu'il aimait. Je ne pleure pas. Je respire pour la première fois sans chercher à me faire petite. Mais quand j'ouvre la porte d'entrée, il est là, assis dans l'obscurité. Il tient mon téléphone dans sa main. Il sait. Et son sourire est celui d'un homme qui ne laissera pas sa proie s'échapper facilement. Il tient mon téléphone comme une preuve, mais aussi comme une laisse. Il dit qu'il sait ce que je préparais, qu'il comprend, qu'il m'aime trop pour me laisser partir. Ses mots se veulent tendres, mais ils sonnent comme une menace. Je reste immobile, figé entre la porte et lui. Je sens sa peur déguisée en passion, sa rage masquée par le regret. Et moi, je réalise que ce n'est pas la violence qui me retient. C'est la fatigue d'avoir cru que je pouvais encore le changer. Il s'approche lentement, tendant la main, comme s'il voulait m'aider à me calmer. Je recule. Il parle d'avenir, d'amour, d'erreur qu'on peut réparer. Mais l'amour, le vrai, ne se mendie pas à genoux sur les ruines de la dignité. Il me supplie, puis m'accuse. Il dit que je veux détruire sa vie. Et là, je comprends, il ne pleure pas ma perte. Il pleure le contrôle qu'il est en train de perdre. Je cours dans la rue, la valise à la main. L'air froid me gifle, mais c'est une caresse comparée à tout ce que j'ai subi. Chaque pas est une rupture. Un cri silencieux. Je sens encore sa voix derrière moi, mais elle s'éloigne. La ville dort, indifférente. Je me dis que la liberté n'a pas besoin de témoins, juste de courage. Et ce soir, même si mes cicatrices brûlent, je me sens enfin vivant. Je trouve refuge chez une amie d'enfance. Elle m'ouvre la porte sans poser de questions, son regard seul suffit à m'effondrer. Je raconte sans tout dire, parce que certaines douleurs ne se partagent pas. Elle se dépose en silence. Elle m'enveloppe dans une couverture, me dit que je suis en sécurité. Et, pour la première fois, je crois ces mots. Le corps tremble encore, mais le cœur commence à se rappeler ce que c'est que d'être cru. Le téléphone vibre sur la table. Son nom s'affiche encore. Un message. Reviens. Ta place est ici. Je ne réponds pas. J'efface. Mais à cet instant, je comprends que partir n'est pas suffisant. Il faut réapprendre à exister sans permission. Et le plus dur n'est pas de fuir l'homme qui m'a brisé. C'est d'arrêter de chercher la version de moi qu'il avait façonnée pour me garder. Les jours passent sans qu'il ne frappe à la porte. Mais sa présence plane encore comme une ombre collée à ma peau. Chaque bruit me fait sursauter. J'apprends à marcher sans me retourner, à respirer sans attendre qu'un cri surgisse derrière moi. Sophie m'encourage, me parle d'avenir, de justice. Mais moi, je ne veux pas de vengeance. Je veux juste l'oubli. Pourtant, la nuit, dans le silence, je sens encore la brûlure. Pas celle du café, celle du souvenir. Je reprends mon travail. Les regards changent. Certains sont compatissants, d'autres lourds de jugement. Un collègue m'offre un café, et mes mains tremblent avant de toucher la tasse. Il ne comprend pas. Comment pourrait-il? Les brûlures visibles guérissent vite. Celles qu'on cache dans le cœur, elles, ne cicatrisent jamais complètement. Je souris. À l'intérieur, je me dis, peut-être qu'un jour boire un café ne sera plus un souvenir de guerre. Un soir, en rentrant, je trouve une lettre sous la porte.
Son écriture, des mots d'excuses, de promesses, de souvenirs. Je ne l'ouvre pas. Je sais déjà ce qu'elle contient. Le piège des regrets. Le plus cruel des mensonges, c'est celui qui commence par « Je t'aime encore ». Je la glisse dans un tiroir sans la lire. Parce que certaines réponses ne méritent plus de questions. Sophie insiste pour que je parle à un avocat. Elle dit qu'il faut se protéger, se reconstruire sur du concret. Je l'écoute sans vraiment y croire. Je ne cherche plus la justice des tribunaux. Je cherche la paix de l'âme. Pourtant, quand je raconte enfin tout à voix haute, je sens quelque chose se délier en moi. Dire la vérité, c'est poser une pierre sur la tombe du silence. Cette nuit-là, je rêve de lui. Pas du monstre, mais de l'homme d'avant, celui qui riait, qui promettait. Dans le rêve, il s'excuse, me serre dans ses bras, dit qu'il va changer. Et je me réveille en pleurant, non pas de douleur, mais de manque. Parce que la trahison la plus terrible, ce n'est pas celle qu'on subit, c'est celle qu'on continue d'aimer malgré tout. Et c'est là que je comprends. La guérison n'efface pas l'amour. Elle apprend juste à vivre sans lui. Le temps a commencé à panser mes blessures, lentement, maladroitement. Je parle à nouveau, je souris parfois. Les cicatrices sur ma peau se font plus discrètes, mais celles de mon âme me réveillent encore la nuit. Un message inattendu arrive. Un numéro inconnu, quelques mots seulement. J'ai changé. Mon cœur se serre, mes mains tremblent. Je croyais avoir tout enterré. Mais les fantômes savent toujours comment retrouver la porte. Je le vois pour la première fois depuis des mois. Il a maigri. Ses yeux semblent plus doux, son ton plus bas. Il parle de thérapie, de regret, de pardon. Ces mots glissent comme une musique familière que j'avais juré de ne plus écouter. Et pourtant, quelque chose en moi veut y croire, encore. Pas à lui, mais à l'idée que tout ce que j'ai vécu n'aura pas été vain. Peut-on guérir en serrant la main de celui qui nous a détruits? Il dit qu'il comprend maintenant, qu'il ne dort plus, qu'il se revoit chaque jour versant ce café. Il pleure. Les larmes que j'attendais autrefois coulent enfin. Trop tard. Je devrais partir. Mais je reste, figé par ce mélange étrange de tristesse et de compassion. Ce n'est plus l'amour qui me retient, c'est la pitié. Et la pitié est un poison lent qui ressemble à la bonté, mais tue de la même manière. Je rentre chez moi bouleversé. Sophie me regarde, comprend tout sans un mot. Elle me dit « Ce n'est pas lui qui a changé, c'est toi. » Et cette phrase reste en moi comme une vérité. Je réalise que la guérison ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la force de ne pas y retourner. J'enlève ma bague, mes doigts tremblent, mais mon cœur se tait. Pour la première fois, le silence ne me fait plus peur. Le lendemain, je reçois une photo, lui avec une autre femme. La légende dit « Je suis heureux enfin, j'ai le souffle coupé ». Ce n'est pas la jalousie, c'est le choc de comprendre que tout son repentir n'était qu'un passage vers sa propre rédemption. Moi, je n'étais qu'une étape dans son pardon. Je ferme les yeux. Ce n'est plus la douleur qui brûle, c'est la lucidité. Il a retrouvé sa paix sur les cendres de la mienne. Le choc s'est dissipé, remplacé par un étrange calme. Je ne ressens plus la colère, ni même la peine. Juste un vide qui ne fait plus mal. Il m'a remplacé, et pourtant, je ne me sens plus effacé. Peut-être que la liberté, c'est ça. Accepter de ne pas être vengé, ne pas être comprise. Juste une fois avant de l'effacer. Ce n'est pas... C'est un commencement déguisé. Je reprends le goût des petites choses, le café, encore lui, mais cette fois sans peur.
le bruit de la pluie sur la fenêtre, le silence d'un matin tranquille. J'écris dans un carnet, pas pour me souvenir, mais pour comprendre. Les mots ne guérissent pas, ils tracent des routes. Et sur cette route, je marche seul, mais léger. La solitude n'est plus une punition, c'est une promesse. Sophie me parle d'un voyage. Loin d'ici, dit-elle. Le mot loin résonne comme un baume. Pendant longtemps, j'ai vécu dans un territoire de peur, où chaque bruit, chaque odeur ramenait le passé. Partir, c'est peut-être la seule façon de respirer vraiment. Je ferme les yeux, j'imagine la mer, pas pour fuir, mais pour renaître ailleurs, loin de tout ce qui m'a brûlé. Le train s'éloigne de la ville, et avec lui, tout ce que j'ai été. Par la fenêtre, les paysages défilent comme des souvenirs qu'on efface lentement. Je ne regarde pas en arrière. J'ai longtemps cru que la force, c'était de tenir. Mais aujourd'hui, je comprends. La vraie force, c'est de lâcher. Et ce que je laisse derrière moi, ce n'est pas un homme. C'est une version de moi qui ne savait pas encore survivre. La mer, l'air salé sur ma peau, le vent qui soulève mes cheveux, le bruit des vagues plus fort que mes pensées. Je ferme les yeux et j'inspire. Chaque respiration me rend un peu plus entière. Je ne suis plus celle qu'on a blessée. Je suis celle qui a survécu. Et dans ce souffle, il n'y a plus ni peur, ni colère. Seulement la douce certitude que, même brisé, on peut redevenir lumière. La mer m'apaise, mais le passé trouve toujours un chemin. Un jour, une lettre m'attend à l'hôtel. Pas de nom, juste une écriture que je reconnaîtrai entre mille. Je l'ouvre sans trembler. Il écrit qu'il regrette, qu'il espère que j'ai trouvé la paix. Il dit qu'il m'a vu à la télévision parlant de résilience. Il prétend être fier. Je relis sa phrase et je souris, non pas par tendresse, mais par détachement. Parce que pour la première fois, son opinion n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je monte sur la falaise au lever du jour. Le vent fouette mon visage, mais c'est une caresse. Je repense à tout ce que j'ai traversé, à la douleur, au feu, aux mots qui m'ont détruite. Rien de tout cela ne me définit plus. J'enlève mon écharpe et laisse le vent l'emporter. Ce n'est pas un adieu, c'est une offrande. Je rends à la mer ce poids invisible que j'ai porté trop longtemps. Un soir, Sophie m'emmène dans un petit bar de bord de mer. Des rires, de la musique, des visages que je ne connais pas. Un homme me parle, simplement, sans insister. Il ne sait rien de moi. Et pour la première fois, ça me plaît. Ne pas être celle qu'on a blessée, mais juste une femme, là, présente, vivante. Je souris, pas pour cacher la douleur, mais parce que la vie recommence, discrètement, naturellement. Cette nuit-là, je marche seul sur la plage. La lune éclaire les vagues comme un miroir du passé. Je repense à la femme que j'étais, celle qui cherchait l'amour dans la peur, la validation dans la douleur. Elle me semble si loin, et pourtant je lui parle doucement. Je la remercie d'avoir tenu, d'avoir survécu, car sans elle, je ne serais pas ici. Le pardon commence là, quand on cesse de haïr la version de soi qui n'a pas su fuir plus tôt. Le matin, je regarde le soleil se lever. J'ai cessé de vouloir comprendre, de vouloir réparer. Je n'attends plus de réponse. Je suis là, simplement, vivante, entière, libre. Le feu m'a marqué, mais il m'a aussi forgé. La douleur m'a appris la douceur. Et je me dis que, peut-être, la trahison n'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais le début de l'amour de soi.